Aujourd'hui, on va parler SOPK et adénomiose. Avant tout, je vais vous laisser vous présenter. Donc, on va commencer par toi, Valérie. Merci, je suis Valérie Ayena, aujourd'hui fondatrice de My Derma Life, une plateforme de télémédecine spécialisée en dermatologie peau noire. Précédemment, j'ai eu une carrière de mannequin international et j'avais eu le titre de Miss Cameroun en 2013. D'accord. Raïssa, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Enchantée, moi c'est Raïssa, fondatrice de Raïssa Dora, un espace dédié à toutes les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques et de problèmes hormonaux. D'accord. Alors, donc, juste pour rappeler, aujourd'hui, donc, Valérie qui souffre d'adénomiose Mhm. et Raïssa, vous l'avez compris, qui est atteinte du SOPK. Donc, on va parler plus en détail. Vous allez plus nous expliquer comment ce parcours a été fait et comment est-ce que vous avez appris chacune que vous souffrez de ces différentes pathologies. Donc, on va commencer par toi, Valérie. Avec plaisir, merci. Alors, il y a 3 ans, j'ai essayé d'avoir mon premier enfant. J'étais en couple à ce moment-là. Et dans le processus, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a découvert, suite à une forte crise de douleur où je m'étais presque évanouie, j'étais devenue toute pâle. On s'était même dit à un moment donné que, oh, peut-être que ça y est, ça a pris, comme on dit. Mais finalement, il s'est avéré que non, c'était clairement l'adénomiose. Parce que lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai fait une batterie de tests. Et c'est à ce moment-là que le médecin m'a annoncé que j'avais l'utérus rempli de sang et que, voilà, je faisais de l'adénomiose. Alors, juste, est-ce que tu peux nous donner ce que c'est que la définition de l'adénomiose? Alors, l'adénomiose, c'est une maladie gynécologique qui s'attaque à l'utérus, donc la paroi interne de l'utérus. On la compare souvent à l'endométriose. La différence entre les deux, c'est que l'endométriose, elle se propage à l'extérieur de la paroi utérine et peut toucher d'autres organes, tandis que l'adénomiose, elle reste vraiment sur l'utérus à l'intérieur. Et en fonction du stade auquel on vous détecte cette maladie, vous pourrez avoir ou pas des enfants. Donc, j'ai eu de la chance parce que pour moi, dans mon cas, il y a un petit espoir vu qu'on a découvert la maladie alors qu'elle est au stade 2, ce qui signifie qu'on a réussi plus ou moins à contenir l'évolution de la maladie. Mais voilà, au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant parce que c'est hyper douloureux. D'accord. Alors, juste pour préciser, donc dans le cas de l'adénomiose, donc on a un tissu endométrial, on Oui. va dire, donc qui va recouvrir le muscle utérin, donc au niveau de l'intérieur du C'est muscle exactement utérin. ça. En principe, c'est là que le bébé est censé se développer. Sauf que dans ce cas-là, on se retrouve en fait avec des cellules qui sont comme des parasites, en fait, qui viennent occuper tout cet espace. Ce qui fait que plus tard, lorsque l'ovule est lâché et que le spermatozoïde essaye de féconder, ben, il n'a pas vraiment accès. Mm. Et donc, c'est pour cela qu'on se retrouve dans la difficulté à concevoir. C'est ça. Et je précise que c'est une pathologie qui va surtout être détectée en âge de Procréer, procréation. Voilà, c'est ça. exactement. Alors, donc, on a également donc Raïssa, donc, qui, elle, souffre du SOPK, qui, par contre, donc là, sur l'adénomiose, on est sur une maladie gynécologique. Sur le SOPK, on est plutôt sur une pathologie hormonale. Donc, est-ce que tu Exactement. peux nous expliquer comment tu as su que tu souffrais du SOPK? Oui, alors le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un trouble hormonal qui est très complexe et donc qui englobe énormément de symptômes. Donc moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans lors de mes premières règles. Voilà, je venais à peine de saigner, donc de découvrir ce que c'est que la période menstruelle. Mm, Et quelques temps après, mes règles se sont complètement coupées. J'avais plus de règles. mm, Et vous savez, dire à sa maman, j'ai plus mes règles depuis 3 mois, j'avais un peu peur parce que pas de règles veut dire tu es enceinte. oui, Et donc, à généralement. cet âge-là, c'est vrai que j'avais un peu peur. Donc, j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai dit, bah, écoute, maman, je n'ai pas mes règles. Et évidemment, elle m'a emmenée chez le gynécologue. Et lors d'un examen et d'une discussion avec le gynécologue, tout de suite, j'ai été diagnostiquée. Mm, Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été diagnostiquée très tôt. Mhm. Et donc, j'ai pu adopter au cours de mon adolescence et au cours de ma vie adulte pas mal de petites astuces pour essayer de réduire en fait l'impact de ce trouble dans ma vie. Donc au début, c'était vraiment juste les symptômes de cycle. Et avec le temps, donc j'étais très sportive. Et avec le temps, donc je me souciais pas trop de mon poids. Je remarquais quand même que quand j'allais à la salle de sport, je prenais beaucoup de masse musculaire, j'étais vraiment très forte, etc. J'apprends plus tard que j'ai une hyperandrogénie.
Donc, l'hyperandrogénie, c'est le fait d'avoir beaucoup d'hormones mâles. Et donc, mon hyperandrogénie se caractérisait par une pilosité faciale. Donc, j'avais vraiment de la barbe, quoi, vraiment. J'avais de la barbe. J'avais également des boutons localisés sur le bas du visage. Et j'avais également cette masse musculaire que je prenais lorsque je faisais des activités sportives. Et ensuite, avec le temps, malheureusement, le syndrome des ovaires polykystiques peut se dégrader. Et donc, avec le temps, j'ai pris du poids. Après, c'est les règles qui sont reparties pendant 5 ans. Et après, c'est la libido qui n'est plus là. Et après, c'est la sécheresse intime. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment tout un cercle vicieux, malheureusement, dans lequel on rentre. Et c'est parfois très, très compliqué à vivre parce que tu ne peux pas très bien l'expliquer. Parce qu'il y a tout un tas de symptômes, en fait, qui rentrent en compte. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions quand même. Et d'ailleurs, je pense que tu fais partie des chanceuses, pardon, parce que le SOPK, c'est très souvent diagnostiqué très tard. Absolument. Et effectivement, le fait qu'on te l'ait diagnostiqué à 12 ans dès le début, pour moi, C'est vrai. c'est très positif. Et de l'histoire que j'ai compris, je pense que toi, il y avait un volet aussi héréditaire. Absolument, effectivement, oui, j'ai oublié de le mentionner, merci. Il y avait un volet héréditaire. Presque toutes les femmes de ma famille ont le syndrome des ovaires polykystiques. Mon arrière-grand-mère n'a eu que mon grand-père. Donc, mon grand-père est fils unique et elle a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Et lorsque ma maman m'explique son récit, bon, on comprend qu'il y a eu un petit SOPK derrière. Ma maman aussi a eu un gros parcours du combattant. Elle a fait presque 2 ans d'infertilité avant de m'avoir. D'ailleurs, je suis fille unique. Je suis la fille unique de mon père et de ma mère. Et donc, effectivement, mes cousines ont le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, aujourd'hui, je suis alerte. À chaque fois que j'ai une cousine, je lui dis, va faire les tests. Oui. Donc, j'ai une de mes cousines, pareil, qui est en projet bébé. J'ai d'autres de mes cousines qui ont le SOPK, mais qui ont réussi à tomber enceinte. Donc, c'est vraiment un trouble qui fait partie de ma famille. Et je me suis dit, bon, on ne peut pas toujours se taire et garder ça pour nous et en faire un tabou, parce que sinon, on ne trouve pas de solution, quoi. Totalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas donné de définition, mais est-ce que juste sommairement, donc on a parlé d'hyperandrogénie, Oui. est-ce que tu peux parler des autres symptômes Bien qui peuvent sûr. être associés Exact. au SOPK? Aujourd'hui, pour se faire diagnostiquer SOPK, il faut 2 de ces 3 symptômes suivants: des cycles irréguliers, une hyperandrogénie et des follicules dans les ovaires. C'est tout. Donc parfois, lorsqu'on entend SOPK, on a l'impression qu'il faut énormément de symptômes. En réalité, il n'en faut que 2 de ces 3. Et après, avec le temps, on développe plutôt des symptômes qui ne sont pas visibles. Donc là, j'ai parlé du poids, de la pilosité. On dit également que c'est la première cause d'infertilité dans le monde. Mais il y a d'autres symptômes qui ne sont pas visibles, comme le stress, l'anxiété, parfois qui paralyse les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a l'insomnie, on n'arrive pas à dormir. Et quand tu n'arrives pas à dormir, tu développes d'autres choses, comme l'hyperprolactinémie, par exemple. Il y a des femmes qui vont avoir du lait dans les seins alors qu'elles ne sont même pas enceintes. Donc, il y a tout un tas de symptômes qui arrivent. Chaque femme SOPK a son symptôme. Donc, on peut avoir le SOPK, mais pas avoir de pilosité. On peut avoir le SOPK, avoir juste une perte de cheveux, ou on peut même avoir les règles, pas de barbe, et toujours être diagnostiqué SOPK. Il y a des symptômes qui ne sont pas visibles, d'où l'importance de vraiment faire un bilan hormonal et une échographie endovaginale. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Alors Valérie, tout à l'heure, tu disais que toi, pour toi, c'était difficile au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les différents symptômes que tu as? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier jour de mes règles sont arrivées tard comparé à la plupart des femmes. Je les ai eues vers 16 ans et demi. Et depuis le premier jour, ça a été très douloureux. Et ce qu'on m'a dit de manière naturelle, c'est que, oh ouais, pas de chance pour toi, tu es tombée dans la catégorie des femmes qui ont les règles douloureuses. Donc, je me suis dit, OK, donc j'ai juste pas eu de chance et c'est normal. Sauf que je n'avais pas compris depuis ce moment-là que ce n'est pas normal de ressentir de la douleur lorsqu'on a ces règles. Ça déjà aurait dû Alerter. voilà, mais bon, dans mon environnement direct, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Donc, j'ai grandi toute ma vie en ayant toujours hyper mal, en étant alitée presque 10 jours par mois dans toute ma vie. Mes études ont été très, très affectées par ce problème. J'avais toujours droit à la permission de sortie lorsque j'étais au collège, etc., à l'université. Et même au travail, ça a énormément impacté même ma carrière de mannequin parce que, voilà, contrairement à ce que l'on peut croire, les mannequins, on est un peu comme des soldats. C'est pas un métier dans lequel on est chill parce que, voilà, on est très bien payé, mais en retour, on attend énormément, en fait, des mannequins. Donc, du coup, c'était compliqué à ce moment-là de dire que, oh, je suis malade, parce que si tu es malade, bah, après, on te boucle plus, on va se dire, non, elle, c'est une fragile, il faut pas la bouquer, etc. Donc, les symptômes au quotidien, on va dire que
J'avais, par exemple, le ventre qui était ballonné longtemps avant l'arrivée des règles. Les douleurs profondes pendant les règles, des évanouissements. C'est-à-dire que moi, mes règles, c'est pas genre, quand c'est les règles, c'est waouh, c'est voilà, toutes les personnes de mon entourage savent que ouais, ça y est, c'est la guerre parce que ça va loin. J'ai des diarrhées pendant que j'ai les règles, j'ai des vomissements, nausées, donc je vais humer un parfum que d'habitude j'aime bien, mais là précisément, ça va me faire avoir de la nausée. Parfois, ça va jusqu'au vomissement, des étourdissements. Tu sors du taxi directement, ouin, c'est tout noir, tu comprends pas, alors que tu as mangé. Des douleurs pendant les rapports sexuels. Du coup, ton partenaire, ça l'affecte. C'est en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, on n'est pas dans des positions très compliquées. Hein, c'est petit missionnaire, mais tic, tic, tu es en mode, aïe, j'ai mal. Mais ah, non. Donc, il y a ça aussi. Et puis, lorsque la maladie a vraiment, vraiment été déclarée, l'une des choses aussi que j'ai notées, c'était le changement de mon poids. Bon, ça, je pense que c'était aussi lié directement au traitement qu'on m'avait prescrit parce que, bizarrement, pour combattre cette maladie, elle est incurable. Donc, il n'y a pas un traitement qui soigne l'adénomiose, mais ce qu'on fait, c'est contenir en fait la maladie, vous permettre aussi de vivre au quotidien en soulageant les douleurs qui y sont liées. Je pense que l'un des pires symptômes, c'est le moment où, sans raison claire, vous avez le rectum qui se contracte. On disait que, mon Dieu, c'est comme si quelqu'un m'enfonce une aiguille à l'intérieur de l'anus. Donc, tu comprends pas. Tu es même en train de travailler, parfois ton boss, il te regarde, mais qu'est-ce que t'arrives? Tu es bloqué, tu sais plus. Donc, c'est horrible. La vérité, c'est que c'est horrible. C'est des symptômes. Moi, dans mon cas, je n'avais pas de règles abondantes. Mais par contre, j'avais des caillots. C'est-à-dire que ça sort, c'est un bloc. C'est comme un extraterrestre, ta serviette. Tu ne comprends pas, mais Dieu merci, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui connaît la médecine traditionnelle africaine. Voilà, je suis d'origine camerounaise, comme je l'ai précisé un peu plus tôt. Et quand je lui montrais, elle dit, ah non, ça, on va te donner ça, ça, ça. Et après, bizarrement, oui, le sang redevenait un peu plus fluide et tout et tout. Parfois aussi au départ, j'avais des règles qui duraient très longtemps. C'est-à-dire que après j'étais épuisée parce que personnellement, je suis pas fan des tampons. Donc, je porte vraiment la grande serviette et j'ai réalisé que ça brûlait la peau en fait parce que après la peau de l'entrejambe, elle est épuisée, ça chauffe. Donc, oui, une panoplie de symptômes. Et d'autres symptômes sont arrivés, mais justement, quand on a commencé à faire mon traitement, c'est-à-dire j'ai gagné 22 kilos et En combien de ça temps? en moins de 2 mois. Ça a été la chose la plus brutale pour moi parce que j'avais une carrière de mannequin. Donc, de passer de la taille 36, je fais 1,80 m et je portais 36 à XL en un temps record, c'était très dur. L'autre symptôme brutal, ça a été l'acné. Parce que j'ai eu des boutons dans le visage plein, la poitrine complètement recouverte, j'ai même encore des séquelles, le dos, j'avais les boutons et les boutons aux fesses. Mais c'était l'acné. Donc, c'était franchement boutons, tête blanche. Non, c'était chaud. C'était Ouais, compliqué, ouais. des symptômes vraiment difficiles. J'essaye d'en parler en souriant, mais ça a été une période extrêmement difficile parce que c'est allé très loin. Je prenais des shots, on me faisait des shots d'un médicament qui s'appelle Decapeptyl Oui. et je suis tombée en dépression. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, mais cette maladie-ci, c'est vraiment... Il y a un problème. Genre, j'ai commencé à me dire, cette maladie, non, c'est le diable, là, cette maladie. Parce que je n'ai jamais été quelqu'un d'envieux. Je n'ai jamais été quelqu'un de méchant. Je n'ai jamais été une personne aigrie. J'étais quelqu'un de très solaire auparavant. Mais cette maladie m'a fait que quand je voyais comment quelqu'un, il souriait même, je lui en voulais pour Oui. rien. Parce que toi, tu avais mal et tu n'arrivais pas forcément à comprendre comment les gens pouvaient être Du coup, je heureux. suis devenue quelqu'un de... C'est-à-dire que tout m'énervait. Ah, dis donc, ah non, je n'aime pas. Et tout. Et à un moment donné, je me suis souvenue que, mais non, c'est pas moi. This is not me. Et puis, il y a eu la phase où je ne sortais plus de ma chambre, où je n'ouvrais plus les rideaux,
où je ne postais plus sur Internet parce que j'ai commencé à... Ça dit, je me réveillais le matin, je me dis, mais pourquoi même? Pourquoi je vais faire quoi? Je n'avais pas envie de m'habiller. C'était... Oui, ça allait très, très loin. J'ai vraiment eu des pensées très noires. Et si on m'avait dit au départ que ma maladie gynécologique m'amènerait aussi loin en termes de psychique et mental, je n'y étais n'y pas croirais pas, préparée. ouais. Je pense qu'on va revenir justement sur l'impact que ça a pu avoir sur ta vie sociale dans un premier temps, également sur ta vie professionnelle. Oui. Mais avant, Raïssa, comment toi, justement, le SOPK a atteint ton quotidien? Pareil que toi, Valérie, le symptôme qu'on a en commun, c'était la prise de poids. Quand tu fais de l'athlétisme, tu fais du basket, du handball, de la danse, tu fais beaucoup de sport. Et qu'en fait, il suffit d'un petit écart pour que tu prennes énormément de poids. C'est hyper compliqué. Par exemple, là, je suis à Abidjan depuis 10 jours, j'ai pris 5 kilos. Parce Ah que je oui. ne suis pas chez moi, oui. Entre la C'est ça. tchéké, la loco. Voilà, c'est vrai que je me suis fait beaucoup plaisir, mais quelqu'un qui n'a pas de trouble hormonal va prendre 1 ou 2 kilos. Mhm. Moi, j'ai pris 5 kilos, je me suis pesée ce matin. Donc, Mm. c'est vrai que les symptômes qui me pesaient le plus, moi, c'était l'hirsutisme. Parce que j'avais énormément de poils, vraiment comme un homme. J'avais une barbe, j'avais en plus de la barbe, parce que tu as la barbe, tu te rases, mais quand tu te rases, tu as les boutons, tu as les Exactement. poils Poils incarnés, incarnés tu as les et taches. les taches. Et donc, en fait, même quand je me rasais, il y avait des gens qui me disaient, mais t'es velu, t'as de la barbe, toi. Oh, quand j'entendais ça, j'essayais j'en rigolais moi-même, mais au quotidien, quand tu te réveilles le matin et que tu te regardes et que tu as l'impression d'être un homme, c'est chaud, c'est difficile. Compliqué. Et donc, moi, ça a été l'un des symptômes qui a été le plus difficile pour moi parce qu'il est visible. Oui. Les autres symptômes, comme le stress, les insomnies, je peux le cacher. Mais quand tu vas au bureau, et en plus, moi, je vis en Europe, les poils, ça, ils connaissent pas trop. C'est considéré comme étant de la saleté. Et donc, ça m'a affecté au point où moi, j'allais au travail avec une écharpe en été. Donc, quand il faisait chaud, j'inventais toujours une maladie. Oh, j'ai la grippe quand il y avait le corona. Non, j'ai peut-être des restes de corona. Donc, je me trimballais tout le temps avec un masque. C'est terrible à dire, mais le coronavirus, moi, j'ai adoré cette période. Parce que je ne sortais pas de chez moi. Je ne pouvais plus me stresser de « Ah, il faut que je m'épile, il faut que je me rase, il faut que je fasse ci ». C'est une charge mentale. Quand tu dois penser tout le temps à t'épiler et quand tu as un boulot d'image, parce que je travaillais pour une grande marque de luxe. Et donc, bah, c'est compliqué parce qu'il faut expliquer à tes collègues pourquoi tu as une écharpe. Ils te prennent pour la fille un peu bizarre, quoi. Oui. Tu vois? Et au niveau des règles, pareil, j'ai eu des règles très, très douloureuses. Vraiment pareil que toi, je restais allongée, je ne sortais pas. Et moi, je déteste prendre des médicaments. Donc, je ne prenais aucun médicament. Donc, je souffrais pendant 2 jours, il ne fallait pas me parler. Donc, ça, c'était vraiment les 2 gros symptômes que j'ai eus. Et avec le temps, je commençais à avoir également de l'anxiété. Je ne sais pas si je peux dire dépression, parce que je n'ai pas été diagnostiquée étant donné que c'est une maladie, mais je me sentais vraiment mal dans ma peau, quoi. Heureusement que j'ai mon partenaire qui me soutenait, mais il a essuyé beaucoup de larmes. Donc, c'est quand même très compliqué. J'évitais même de voir ma maman, parce que je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. J'évitais de voir mes amis. Moi, je déclinais toute sortie. Il ne fallait pas m'appeler pour aller sortir. Et donc, ah, Raïssa, viens, on sort ce soir. Je dis oui, mais moi, je sais que je ne vais pas y aller, quoi. Et après, la veille, Tu trouves une petite excuse. je trouve une excuse. Jusqu'à un moment où moi, j'ai démissionné de mon travail, tellement c'était insupportable. Ah oui, à ce Oui. point. J'ai démissionné. Je me suis dit, il faut que je fasse le laser, il faut que je fasse quelque chose pour enlever cette pilosité. J'ai démissionné de mon travail. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour enlever cette barbe. Et il faut savoir que ce n'est pas tant la barbe, c'est juste que tu as des symptômes visibles. J'avais la barbe, j'avais pris 20 kilos, donc j'étais à 100 kilos. Tu n'as pas tes règles, tu n'as pas de sexualité, parce que moi, j'avais plus de libido. C'est-à-dire que plus tu grossis avec le syndrome des ovaires polykystiques, au plus les autres symptômes augmentent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a ce trouble, on nous demande toujours de faire attention à notre hygiène de vie, de faire attention à notre environnement et à notre poids. Ouais. Et à l'alimentation. Parce que, comme toi, il n'y a pas de médicaments, en fait. Donc, quand tu vas aller chez le médecin pour un SOPK, il va te donner la pilule pour mettre tes ovaires en pause, parce que tes ovaires travaillent trop. Donc, en mettant tes ovaires en pause avec la pilule, bah, tes symptômes s'amoindrissent un peu. Moi, je ne voulais pas du tout prendre la pilule. Et donc, il fallait vivre avec ces symptômes visibles. Et quand tu es mariée et que pendant 3 ans, tu n'as aucun désir sexuel, là, c'est dur. C'est compliqué. Et moi, j'ai demandé à mon partenaire, j'ai dit, écoute chérie, si tu veux divorcer, vas-y. Je suis arrivée là. Je lui ai dit, si tu veux divorcer, je t'en voudrais pas, parce que même l'idée de penser que je vais aller dormir et peut-être mon mari va m'effleurer,
ça me répugnait, ça me crispait. Mm. Et donc, parfois, je faisais exprès de dormir un peu au salon. Je dis, ah non, je me suis endormie, j'avais trop de boulot, j'étais sur l'ordi parce que je voulais pas lui faire du mal. Donc, c'était vraiment les trois gros symptômes qui m'ont vraiment bien pourri la vie et qui m'ont gâché quand même une partie de ma jeunesse parce que je reste une jeune femme. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, mais ça prend du temps et parfois, il y a des rechutes. Là, par exemple, je sais que j'ai repris du poids. Donc, quand je rentre en Belgique, il va falloir que je refasse des efforts. C'est dur. Ouais. Et justement, oui, là, aujourd'hui, on voit que, bah, à première vue, tu n'as plus d'hirsuthisme. Donc, je vois zéro poil, zéro bouton. Il n'y en a plus. Alors, donc, comment est-ce quelle technique est-ce que tu as utilisée justement pour faire face à cela? Alors, je suis passée par le rasage, le dermaplaning, tout ce qu'on voit sur Internet, j'ai fait. La crème dépilatoire, la cire, le fil. Et je me suis dit, je vais quand même pas m'épiler toute ma vie, quoi. J'ai autre chose à faire que d'aller m'épiler tout le temps. Et donc, j'ai décidé de rechercher en fait des techniques d'épilation définitives. Et la première technique qui venait à moi, c'était le laser. Et le problème avec le laser, c'est qu'au début, j'étais trop contente. Mon mari, il était contre. J'ai dit, mais non, chérie, j'aurai plus de barbe, t'inquiète pas et tout. J'y suis allée. Bah, sauf qu'en fait, première séance, j'étais contente. Deuxième, troisième, quatrième, sixième séance, je suis brûlée au deuxième degré. Oh non. oui. Je suis brûlée au deuxième degré puisque le laser, on augmente l'intensité à chaque séance puisque lorsque le poil pousse, il pousse beaucoup plus fort jusqu'au moment où il ne pousse plus. Mm. J'ai été brûlée, alors c'était catastrophique. Tu veux cacher ta barbe et là, tu es brûlée. Donc, j'avais une grosse trace de brûlure ici. Bah, du coup, là, comment tu vas aller au travail avec ça? Donc, tes collègues ils vont se demander, mais qu'est-ce que tu as? Tu vois, l'écharpe, au lieu d'être là, elle était là. Oui. Je me cachais. C'était très dur. Donc, il m'a fallu 2 ans pour Voilà, pareil que toi. Je ne postais plus. Je pense qu'il n'y a pas de photo de moi pendant cette période-là. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je retrouve une autre technique. Donc, ça m'a mis 2 ans. J'ai même porté plainte contre la clinique. Parce qu'avant, j'avais quand même demandé, est-ce que vous êtes sûr que vous faites les peaux noires? La clinique m'a dit, mais bien sûr, c'est un dermatologue, il fait les peaux noires. Visiblement, non. J'aurais dû demander des photos, j'aurais dû demander autre chose. Mais quand tu as un symptôme qui te pourrit la vie, voilà, tu as une T'as envie solution, d'aller tout de suite, quoi. tu as envie d'y Ouais. aller. Et donc, je me suis recluse chez moi pendant 2 ans. J'ai essayé quand même de guérir de mes cicatrices. Entre-temps, je me suis un peu occupée de moi. Et après, je me dis, mais quand même, là, les poils reviennent. J'ai quand même envie. Oui, parce que, évidemment, j'ai été brûlée, mais j'ai toujours des poils, hein. Oui. Et avec le laser, on a ce qu'on appelle la repousse paradoxale. Oui. Étant donné que c'est un trouble hormonal, juste enlever tes poils, c'est pas la solution. Il y a quelque chose à l'intérieur de ton corps qui doit être réglé, c'est l'hyperandrogénie. Donc, si tu vas juste faire le laser, en réalité, tes poils vont revenir. Et donc, le problème avec le laser, c'est que tu dois te raser avant chaque séance. Et donc, raser une peau qui est sur une zone qui est hormonodépendante, ça m'a créé de la repousse paradoxale. Donc, je suis partie avec des poils juste ici, le long de la mâchoire. Je me suis trouvée avec des poils juste là et partout au niveau du cou. Et donc, repousse paradoxale. Et donc, j'ai trouvé une autre technique sur Internet, en scrollant un peu, qui s'appelle l'électrolyse. Et l'électrolyse, c'est une technique d'épilation définitive qui vise à enlever le poil un à un à l'aide d'une décharge électrique. Ça fait un peu peur, mais ça fait pas mal du tout. À l'aide d'une, on va dire, d'une source de chaleur. Et en fait, le poil est détruit. Pareil, il repousse plus fort, plus fort. Et après, il s'affine pour ne plus jamais repousser. C'est une technique qui prend du temps. C'est quand tu as une grosse barbe, là, il faut aller enlever un à un le poil. Et donc, je faisais 8 séances par mois. Hein. Donc, 8 séances par mois, ça veut dire que dans ton emploi du temps, dans ta semaine, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je ne travaillais pas. Donc, je me suis mis en pause. Je refusais tout contrat. Je me dis, là, je m'occupe de moi, je fais ma barbe. Et quand j'aurai plus de poils, on verra ce que je vais faire après. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai commencé l'électrolyse. Et comme tu peux le constater, effectivement, je n'ai plus de poils. Et en plus de mes séances d'électrolyse, je traitais aussi l'intérieur. Et donc, je prenais des compléments alimentaires, des infusions de menthe, par exemple, pour m'aider à calmer mon hyperandrogénie. Donc, il faut traiter l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça que j'ai eu du résultat, parce qu'il y a des femmes qui font l'électrolyse pendant 5, 6, 7 ans. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça, vraiment, quand on fait ce genre de solution, il faut également prendre soin de soi, avoir une bonne hygiène de vie. Les graines de lin, par exemple. C'est tout bête, mais en fait, dans les graines de lin, il y a la lignane qui vient en fait s'accrocher à la testostérone et permettre de l'évacuer un tout petit peu. Donc, c'est des petites techniques comme ça que je mettais en place pour faire en sorte de m'aider à jongler avec mes hormones, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors Valérie, c'est vrai que toi, tu as parlé des recettes de grand-mère, donc des Oui, médicaments traditionnels que ta mère te exact. donnait. Est-ce que tu peux nous parler de façon un peu plus globale du traitement que tu as pris et surtout de l'impact que cette pathologie a pu avoir sur ta vie tant Bon, sociale que professionnelle?
Docteur Cécilia, à chaque fois on m'a posé cette question, mais je ne pourrais pas dire parce que c'était une grande bouteille qui faisait cette taille-là, à l'intérieur de laquelle on mettait plusieurs choses. Donc je ne saurais dire parce que même les noms de ces herbes, etc., c'est en langue maternelle, donc je saurais même pas dire les noms français. Mais je sais que l'une des racines que j'ai utilisées dans mes différents traitements. Par exemple, j'avais ma bouteille d'eau que je consommais tout le temps. Il y avait systématiquement la racine qui est très présente en Afrique de l'Ouest, justement. Elle est au Sénégal, elle a une couleur marron. On en fait, il y a plusieurs vidéos parfois où on montre les différentes utilisations. Mais moi, dans mon cas, c'était juste ça qu'on mettait dans ma bouteille d'eau et je l'ai bu pendant presque un an, tout le temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on m'avait dit, après avoir fait la cartographie de mon utérus, qu'il fallait qu'on pratique une intervention chirurgicale parce que j'avais en plus des myomes qui s'étaient développés. Et pour moi, c'était la panique parce que je me disais, pourquoi je vais passer par tout ça et au final, j'ai même pas de bébé de toutes les façons. Donc, je trouvais que c'était tellement injuste qu'on me fasse une opération où on va ouvrir une césarienne pour venir chercher des choses à l'intérieur de mon utérus, etc. Et donc, j'ai été fortement soulagée lorsque, un an après, je pars de Dakar pour aller faire je passe l'IRM, Oui. cette fois-là à Paris. Et le monsieur me dit que, Madame, mais je crois qu'il y a un problème. Et je dis, comment? Donc, moi, j'éclate déjà en sanglots parce que je me dis que ça y est, là, je suis morte, c'est fini. Sauf que lui, m'informe qu'il constate que la cartographie que j'ai rapportée, les images, montrent que c'était plus gros, mais maintenant, ça s'est rétréci. Donc, c'est là où je lui dis que, mais en soi, ça veut dire quoi exactement? Le docteur me dit que vous avez encore, en fait, des corps qui sont présents à l'intérieur de votre utérus, mais ils ne pourraient pas, naturellement, en fait, potentiellement vous empêcher de tomber enceinte. Donc, je lui ai dit, donc en soi, je ne suis pas obligée de passer par le côté chirurgical, etc. Il me dit non. Qu'est-ce que vous avez pris? C'est là que je lui ai dit que, bon, déjà, j'avais le décapeptile. On m'avait mis sous ménopause artificielle. Ah ouais. Et ça a été vraiment. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de minimiser les dames qui sont en ménopause, nos mamans. Avant, je rigolais, mea culpa, parce que je disais, tu vois, maman a sa petite serviette, parce que maman avait toujours sa petite serviette, parce que parfois, elle a les bouffées de chaleur qui viennent, donc elle avait toujours son petit mouchoir ou sa serviette, etc. Donc, nous, on rigolait. Parfois, à la maison, elle dit, mettez la clim, donc, mais après, elle dit, non, coupez la clim, parce qu'elle avait chaud, elle avait froid. Donc, moi, j'ai vécu ces symptômes parce ils ont mis mon corps sous ménopause artificielle. Je ne sais pas comment, mais les maladies gynécologiques en général, elles sont presque nourries par le sang. C'est comme si quand tu as ton cycle menstruel normal, ça les nourrit. Je ne sais pas, je trouve toujours que c'est comme je sais pas, des extraterrestres qui sont à l'intérieur de nos corps, je vous assure. Et donc, du coup, euh, voilà une chose en fait qui m'a aidée. Ça a été un passage difficile, mais c'est presque comme si quand on avait sevré ces corps-là, ils n'avaient plus le sang qui venait les nourrir. En fait, cette ménopause artificielle m'a aidée, mais ça a été difficile à vivre parce que j'ai fait presque 6 mois de ménopause artificielle. Quand on dit 6 mois, on a l'impression que c'est rien, mais quand on vit 6 mois de quelque chose qui est difficile, On a l'impression que ça... c'est interminable. Exactement. Et donc, au cours donc, de cette ménopause artificielle, j'avais beaucoup de tisanes. Je buvais beaucoup de moringa. Je buvais, mais c'est très amer. Like, je ne suis pas fan du goût du tout. J'ai pris pas mal voilà, de la racine là. Je me rappelle pas le nom. Tamaré, Je crois, je sais. Bongoli, Elle est marron. je vois très bien. Je suis sûre qu'après, je vais pouvoir venir déposer le nom dans le commentaire du Oui. podcast. Et donc, du coup, voilà, c'était en soi beaucoup d'éléments de naturopathie. Mais je ne pourrais pas dire clairement quel nom. Mais ensuite, les médicaments ont pris le relais, entre autres ceux des capeptiles qui, au départ, m'a causé énormément de mal. Mais une fois que j'avais compris ce dans quoi j'étais, parce que ce qui s'est passé, c'est que, pareil, hein, que toi, Raïssa, insomnie. Je ne dormais plus. J'étais devenue comme une zombie, des cernes qui tombaient aux joues comme ça, là.
Et donc, un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite voix qui me dit, lis un peu la notice de tous tes médicaments. Donc, je porte tous les médicaments, je pose et je commence à lire. Je commence à lire toutes les petites écritures, là, etc. Et il y a donc la petite ligne qui dit, pourrait donner des idées noires, pensées. Donc, du coup, je tape sur Google et là, je commence à lire les témoignages de femmes qui ont dit qu'elles ont eu des pensées suicidaires, etc. Et que c'est prouvé que le décapeptide, c'est quelque chose qui te bousille la tête. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, waouh, au moins je comprends. Je comprends pourquoi tout le monde m'énerve. Je comprends pourquoi je suis en train de me transformer en quelqu'un d'aigri. Parce que je savais au fond de mon cœur que je n'étais pas quelqu'un de méchant. Donc ça, c'est, je pense, l'une des choses qui m'a le plus marquée. Mais après, j'ai commencé à... C'est bizarre que je le dise, mais l'un de mes traitements, c'était vraiment la parole de Dieu. Ouais. Il y a des saisons où le poids de l'attente peut sembler pesant. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis Sonia Dassy, et ce livre est né d'un combat, d'une promesse et d'un miracle. Dieu dit que vous êtes féconde n'est pas un simple ouvrage. C'est une arme spirituelle. Un cri de foi. Un témoignage vivant que la stérilité n'est pas une fatalité. À travers ce livre, découvrez par l'écoute du Saint-Esprit pourquoi vous ne pouvez pas être stérile, la foi qui enfante le miracle, et comment Dieu peut littéralement changer vos larmes en cris de joie. Quel que soit le diagnostic des médecins, le verdict du monde des ténèbres, Dieu n'a pas changé. Il vous a appelé féconde. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon. Dieu a parlé. Il faut maintenant croire et recevoir. C'est-à-dire que l'une des choses qui m'a... C'est-à-dire ça m'a maintenue ici pour que je sois assise avec vous aujourd'hui, mesdames. C'est vraiment ça. La prière, je ne sais pas si c'est scientifique, docteur, mais... Après, on a tendance à dire que, en fait, Jésus, c'est le sauveur par excellence. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé parce que je me souviens de la prière que j'avais dit dans la nuit. Déjà 3 heures du matin, j'avais dit que Seigneur, la fille si que je vois là, ce n'est pas moi, papa, ce n'est pas moi. Moi, Valérie, je ne suis pas comme ça. S'il te plaît, aide-moi, ne me laisse pas. Et sincèrement, la prière pour moi a été la chose qui m'a réellement maintenue. Ça a été comme une bouée genre, qui me maintenait franchement la tête hors de l'eau pendant tout le process. Donc, et tout récemment, justement, j'ai aussi découvert les tisanes de Andrea Bomo, qui est naturopathe et qui, voilà, ces tisanes m'aident énormément parce que j'ai compris que lorsque je souffre de ballonnement, mes douleurs sont beaucoup plus fortes. Et par exemple aussi, à force de lire, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est obligé d'être en quelque sorte des autodidactes, parce qu'en fonction de... ces maladies, on ne se ressemble jamais. Genre, chacune va avoir son propre cas. Exactement. Et moi, j'ai compris que, voilà, il y a des choses, peut-être quand je consomme parfois le sucre, je vais avoir plus mal. J'ai lu que parfois, il faut éviter les viandes rouges, etc. Mais c'est très difficile parce que moi, j'aime bien la viande. Donc, du coup, ce que j'ai compris, par contre, c'est qu'à force de prendre ces tisanes-là, ça m'a aidé. Et tout récemment, maintenant, j'ai découvert les compléments alimentaires de coton. Voilà, je débute la cure de coton de Raïssa, justement. Et voilà. Donc, en soi, en dehors des médicaments qu'on va dire qui ont été prescrits même par le médecin, traitement voilà, naturel, je n'ai pas hésité de tester voilà, tous les remèdes de grand-mère qui m'étaient proposés. Encore une fois, des plantes telles que le moringa, ça m'a aidé. Voilà, des racines qu'on met dans l'eau. Et puis voilà. D'accord. Alors, c'est vrai effectivement que lorsqu'on parle de SOPK ou d'adénomiose, on est beaucoup sur cette approche holistique et on parle souvent de revoir son mode de vie. Tu en as parlé tout à l'heure, Raïssa. Et on a également beaucoup la naturopathie. On en parlait juste en début d'émission, qui aide énormément et qui de plus en plus montre ses preuves. Même, et beaucoup même dans ce volet, parce qu'on peut-être qu'on va en reparler, mais sur le volet procréation. Aujourd'hui, on sait que on a de plus en plus, comme le Koto ou la marque de Andrea Beaumont, à qui on fait un petit coucou, donc qui ont montré des preuves quand même chez pas mal de femmes. Exactement. C'est vrai que, comme tu le disais, on devient notre propre médecin en fait. On n'a pas le choix. J'ai dû faire des études de naturopathie, d'herboriste et de biomédecine pour comprendre mon corps. Et comme c'est une pathologie qui est héréditaire chez moi, j'ai envie que si un jour j'ai des enfants, qui plus est une fille, d'être alerte un peu plus sur ces sujets-là. Et moi, j'avais un peu peur d'utiliser des plantes parce qu'on dit toujours que le poison est dans le dosage.
C'est ça. Et donc, comme il y avait beaucoup de marques sur Internet, je me dis, oula, hold on, on va faire une petite pause là. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi? Parce que quand on ne se sent pas bien, on veut tout essayer, hein. Et on est prêt à tout. On est prêt à C'est tout. vrai. Si tu nous dis, prends le vinaigre et tu mélanges avec une... Tu vas boire parce que tu ne te sens pas bien. Et donc, effectivement, j'ai fait des études de naturopathie pour pouvoir, déjà à la base, c'était un peu égoïste, je ne vais pas mentir, c'était un peu égoïste, pour pouvoir moi-même savoir quelles sont les plantes que je peux consommer pour aller mieux. Parce que quand tu vas chez l'endocrinologue à 12 ans et qui te dit, Madame, c'est la première cause d'infertilité dans le monde, et donc revenez me voir quand vous aurez des enfants, tu grandis finalement. En fait, Ouais, quand vous aurez envie de procréer, ouais. il te plante une graine dans la tête où tu te dis, waouh, en fait, moi, j'aurais des difficultés à avoir des enfants. Ok, donc tu grandis, tu te dis, attends, en tant que femme, on nous dit de faire des longues études, il faut avoir une carrière professionnelle, il faut trouver son mari, il faut se marier, avoir une maison. En C'est pas fait, facile, hein. on est déjà à 35 ans là. Ouais, c'est ça. Du coup, si j'arrive à ce stade-là et que j'ai du mal à procréer, waouh, c'est compliqué. Et donc, effectivement, je me suis lancée dans la naturopathie et j'ai créé effectivement des marques de compléments alimentaires qui aident les femmes. Et moi, sur mes réseaux, je ne vais jamais dire que c'est la première cause d'infertilité dans le monde parce que j'ai envie de déculpabiliser les femmes et d'enlever cette charge mentale sur effectivement la femme. Parce que mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais l'impact psychologique de ce qu'on te dit, c'est lourd. C'est très lourd. Et donc, j'ai commencé à prendre des petites plantes, l'inositol. L'inositol, c'est tout bête, c'est un type de sucre que tu trouves dans les agrumes, dans les noix. Sauf qu'en fait, si tu dois manger la quantité d'inositol, en fait, qui est dans un complément alimentaire, tu prends du poids parce que c'est quand même un type de sucre. Même si c'est du bon sucre, c'est un type de sucre. Manger plusieurs noix, 15 kilos d'amandes, des agrumes, beaucoup de fruits, c'est quand même du sucre. Et donc, au final, c'est pas bon. En complément alimentaire, ça va, c'est une gélule, tu prends et ça va. Et donc, en fait, l'inositol, c'est un peu comme notre pilule à nous. Ça vient pas cibler un symptôme en particulier, mais ça aide globalement à te sentir mieux, à perdre un peu de poids, à avoir des règles un peu moins douloureuses. Tu vois que ton alopécie que tu avais, ça repousse un peu. Et après, comme je dis souvent, tu viens habiller ton inositol avec d'autres types de compléments alimentaires. Et donc, moi, j'ai pris une autre plante. Je ne sais pas si on peut citer les plantes. Oui, bien sûr. J'ai pris le saut-palmetto, qu'on appelle aussi le palmier nain, qui est une plante naturelle qui pousse dans les endroits très chauds, Haïti, Amérique du Sud, etc., qui permet en fait de venir freiner l'hyperandrogénie. Donc, à la base, il faut savoir que ce qui est terrible, c'est que les médicaments et les compléments alimentaires ne sont pas testés sur les femmes, c'est testé sur les animaux. Quand c'est testé sur l'être humain, c'est testé sur les hommes. Et la femme, elle vient en bout de chaîne. Et en fait, on s'est rendu compte que les hommes qui prenaient du saut-palmetto, parce qu'il y a des hommes qui ont de l'hyperandrogénie, comme il y a des femmes qui ont beaucoup d'ostrogène, il y a des hommes qui ont beaucoup de testostérone. Et ces hommes-là, c'est les hommes généralement qui sont chauves et qui ont une grosse barbe. Et en fait, ces hommes-là, lorsqu'ils avaient l'hypertrophie bénigne de la prostate, on s'est rendu compte que lorsqu'ils prenaient le palmier nain, les cheveux repoussaient. Et donc, les scientifiques ont commencé à se pencher là-dessus. Ils se sont dit, mais attends, quels sont les autres individus qui ont de l'hyperandrogénie? Les femmes. Quel type de femmes? Les femmes SOPK. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé, les femmes SOPK, à nous recommander, surtout en anglo-saxon. En francophonie, on ne connaissait pas cette plante, à recommander, en fait, le saut-palmetto. Et effectivement, quand j'ai pris ça, je vois qu'au lieu de m'épiler 3 fois par semaine, je m'épile une fois, tous les 10 jours. Et mes séances d'électrolyse, lorsque j'ai introduit le saut-palmetto, allaient beaucoup plus vite. Et donc, mes règles sont revenues, parce que moi, j'avais une aménorrhée de 5 ans. Et parce que j'avais trop d'hormones mâles, donc je n'avais pas de règles. Et donc, tous mes petits symptômes, mes cheveux qui repoussent, je me sentais mieux dans ma peau. Et pareil que toi, je me sentais pas. Je me disais, mais attends, qui est cette personne exécrable? Je rentrais du travail, je pleurais. Mon mari, je lui parlais mal, je le regardais mal. Mes amis, je n'étais pas très agréable avec eux. Ma mère, elle me parle, je souffle parce que je n'ai pas envie de décrocher le téléphone. Donc, tu deviens vraiment cette personne que tu n'as pas envie d'être amie avec toi. Hein. Oui. Et du coup, je me dis, mais Raïssa, regarde-toi de loin. Est-ce que tu voudrais être amie avec toi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre au début beaucoup de plantes, des oméga 3. Et en fait, j'en parlais sur les réseaux. Et donc, moi, comme j'avais aussi la libido quand même que je voulais réguler, Bah oui. j'ai découvert cette plante qu'on appelle le shatavari. Alors là, je me suis dit, bon, j'ai tellement tout essayé, je vais essayer, on ne sait jamais. J'essaye le shatavari 3 jours. Mes problèmes de libido que j'ai eu en 3 ans, évaporés. Plus rien. Plus de problèmes de sécheresse intime, plus de problèmes de libido, plus de douleur pendant les rapports. Et je revis. Mon mari, là, me dit, mais t'es une autre femme. C'est pour ça qu'on me dit, mais Raïssa, maintenant, pourquoi tu fais pas d'enfant? Mais parce que la Raïssa, pendant 5 ans, elle n'était pas bien. J'ai envie de redevenir, de profiter de cette bonne humeur que j'ai retrouvée, de mon corps, même si j'ai pris un peu de poids à Abidjan. J'ai envie de vraiment d'être mieux, d'être bien, d'être de nouveau une bonne amie. J'ai envie d'être bien avec moi-même avant de démarrer ce nouveau projet qu'est la maternité. Et donc, quand j'avais parlé de cette plante, le shatavari, sur les réseaux, il y avait plein de filles qui m'ont dit, mais Raïssa, moi aussi, des problèmes. Je me suis dit, mais en fait,
on a toutes les mêmes problèmes, mais on n'en parle pas parce qu'on a honte. Mais le nombre de femmes qui sont touchées par ça, et donc il y avait plein de femmes qui avaient pris cette plante pour réguler leurs problèmes de libido. Et suite à ce post, il y a au moins 50-60 femmes qui sont tombées enceintes Ah oui. et qui m'ont écrit en privé. Raïssa, je suis enceinte. Je pensais juste que je voulais équilibrer ma libido parce que c'est une plante qui booste la La fertilité. fertilité. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes compléments alimentaires que je propose aux femmes. Et Raïssa Dora a 1 an et je suis fière de dire qu'on a 68 femmes enceintes. Bah, On a un félicitations, je pense que ça s'applaudit. Merci. Et je me dis, bah, c'est bien parce que je prouve aux femmes, les femmes me regardent, me disent, toi, quand on te regarde, ton SOPK, il a l'air facile. Non, il n'est pas facile, mais j'ai essayé de trouver des solutions. Je mange bien, j'essaye de pas me... En fait, rester enfermée chez soi, le SOPK ne se guérit pas un peu comme toi. Ça ne se guérit pas. Donc, soit on essaye de vivre avec et on trouve des solutions, soit on se morfond, mais et en plus, avec le temps, ça s'aggrave. Et aujourd'hui, je suis fière parce que quand je vais chez le médecin, avec tous les efforts que je fais, le médecin regarde ma prise de sang, il me dit, mais si je ne sais pas que tu as le SOPK dans ta prise de sang, il n'y a plus rien. J'ai de nouveau mes règles tous les mois, mes cheveux ont repoussé, tout va bien. Dans mon bilan hormonal, tout est au vert, même au niveau de ma fertilité. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce message d'espoir et de dire aux femmes, oui, c'est la première cause d'infertilité, mais derrière, il y a des solutions naturelles en plus qui existent, quoi. Totalement. Alors, c'est vrai que tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est le regard des autres. Ah oui. Vous, comment est-ce que chacune d'entre vous l'avez vécu? Parce que du coup, Raïssa, c'est vrai que tu es mariée depuis un moment, tu n'as pas d'enfant. Donc, comment Et je est-ce suis que... camerounaise. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu des remarques désobligeantes et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oui, t'es mariée depuis 8 ans, en couple depuis 8 ans, t'as toujours pas d'enfant. Mais en fait, les gens rentrent trop dans notre chambre. Et moi, Oui. je vais pas te mentir, j'ai été assez violente. Parce que je trouve ça très violent de dire à une femme, mais quand est-ce que tu as des enfants? T'as pas d'enfants? C'est violent. C'est Moi, très maladroit c'est très aussi, souvent, surtout maladroit. qu'on ne sait pas c'est quoi la cause derrière. Tu ne sais pas s'il y a 2 jours, j'ai fait une fausse couche. Oui, Tu ne sais pas s'il y a quelques jours, j'ai eu un problème qui m'a conduite aux urgences. Et je trouve que c'est une question que je prends pas mal quand c'est mes proches, mais quand c'est des personnes que je ne connais pas, je me dis waouh, en fait, tu sais pas ce que je vis au quotidien, en fait. totalement. Tu sais pas. Et moi, si tu m'invites, j'ai l'impression que tu es dans ma chambre avec moi et mon mari. C'est très intime comme question. Donc, honnêtement, j'ai sensibilisé autour de moi. J'ai mis ma belle famille, j'ai dit à ma belle famille, écoutez, voilà, moi j'ai le SOPK, j'ai des problèmes hormonaux, peut-être de fertilité. Le bébé viendra quand il viendra. Ma mère, c'était plus facile du côté de ma famille puisque ma mère a eu le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, du côté de la famille de ma mère, on le sait. En plus, j'en parle sur les réseaux. Donc, mais avant, on le sait. Donc, j'ai quand même eu de la chance au niveau de mon cercle très proche. Très peu de personnes se permettent de me poser cette question. C'est beaucoup des personnes qu'on ne connaît pas finalement. Et moi, je ne vais pas te répondre que j'ai le SOPK. Je rentre directement dans mon C'est intimité, quoi. Mm. Donc, le regard des autres, c'était compliqué. Le poids, quand je faisais 110 kilos, il faut savoir qu'avec le SOPK, tu prends du poids, mais il faut perdre du poids. Sauf que le SOPK t'empêche de perdre du poids. Tu fais de la rétention de gras. Et donc, en fait, tu vas voir le médecin te dit, madame, vous faites 110 kilos, il faut perdre. J'avais un coach sportif, j'allais 5 fois par semaine à la salle, je mangeais bien, j'aime pas le sucre. J'ai aucune sucrerie chez moi, je n'arrivais pas à perdre du poids parce que métaboliquement, j'avais un autre trouble qui s'appelle la résistance à l'insuline. Oui. La résistance à l'insuline, c'est lorsque, tu veux peut-être Non, vas-y. la résistance à l'insuline, c'est lorsque métaboliquement, ton insuline, elle est trop haute dans ton organisme. Et donc, on est toujours attiré par tout ce qui est sucré. En fait, c'est une forme de prédiabète. Voilà, pour la faire courte, c'est une forme de prédiabète. Et en fait, ça fait en sorte que quand ton insuline est trop haute dans ton corps, tu ne peux pas perdre du poids. Et donc, lorsque tu manges, ton pancréas va sécréter de l'insuline pour transformer ce que tu manges en énergie. Sauf que quand tes cellules résistent à l'insuline, ce que tu manges n'est jamais transformé en énergie. Et donc, tu vas manger, tu vas être KO. Moi, après les repas, il ne fallait pas me parler. C'était sieste. Heureusement, je faisais un métier qui était en télétravail. Je mangeais, je déposais mon ordinateur. Je faisais ça de temps en temps sur la souris pour qu'on voit que je suis en ligne. Mais je dormais tellement, j'étais épuisée. Et quand on a de la résistance à l'insuline, c'est quasiment impossible de perdre du poids, à moins d'aller dans un centre d'amaigrissement où vraiment on ne mange rien. Exact. Mais quand tu as une vie sociale, c'est C'est impossible. compliqué. Et donc, il faut prendre des médicaments. Donc, moi, j'étais sous metformine. Metformine qui est un traitement qu'on donne aux diabétiques, parce qu'il n'y a pas de solution pour le SOPK. Et donc, on va te donner des traitements un peu annexes. Et donc, la metformine, on me l'a donnée, je ne supportais pas ce médicament. Ça me donnait... Bon, j'ai perdu du poids parce que je faisais du sport. Ça m'a aidé quand même à perdre mes premiers 15 kilos, je ne vais pas mentir. Mais c'est insupportable. Tu as des crampes abdominales. C'est un traitement qu'on donne aux diabétiques. Même certains diabétiques ne supportent pas ce traitement tellement il est fort.
Donc moi, au bout de 2 mois, j'ai pas pu le soutenir et je me suis tournée vers un autre complément alimentaire qu'on appelle la berbérine, qui est l'équivalent un peu dans la naturopathie de la metformine. Et j'ai mis juste vraiment, j'étais très stricte dans mon alimentation. Légumes verts, œufs, sardines, viande blanche. Et j'ai continué mes séances de sport. Donc c'était beaucoup plus le poids. Parce que quand tu fais des efforts et que tu n'arrives pas à perdre du poids, va dire à quelqu'un que je fais du sport. Il va te regarder, il va dire OK, à d'autres. C'est une Ouais. Il paresseuse. va te dire tu es paresseuse, à d'autres. Oui. La fatigue chronique, je suis parfois Mm. tellement épuisée et je m'en veux. Je me dis, mais Raïssa, tu viens de te réveiller, tu es fatiguée. Je venais de me réveiller de 8 heures de sommeil, tu es épuisée. Et donc, j'appelle mon boss, je ne peux pas venir travailler. Tu inventes une excuse, 2 excuses. Après, au travail, on te voit comme quelqu'un Ouais, qui n'a pas envie de qui bosser. n'a pas envie de bosser. Mm. Et donc, voilà, c'était plutôt ça chez moi. La pilosité, la résistance à l'insuline, le poids qui m'ont le plus impacté. La fertilité, moi, je dis aux gens, je ne suis pas en projet bébé. Comme ça, on me laisse un peu tranquille. C'est ça. Tu vois? C'est une très bonne réponse. Et du coup, Valérie, toi, tu étais en projet bébé. C'est d'ailleurs comme ça que tu as appris pour ta pathologie. Exactement. Bah, comment est-ce que tu l'as vécu et aujourd'hui, justement, Ça a été très difficile à vivre parce que l'un des symptômes que j'ai oublié presque de mentionner, parce que pareil, hein, fatigue chronique, c'est-à-dire que fatigué tout le temps, littéralement 24 heures sur 24 dans mon cas, et perte de cheveux. Mm. J'ai fait l'alopécie. Je pense que c'est le moment où j'ai commencé à croire que ça y est, je suis au bout du tunnel. Parce que, donc, je me gratte les cheveux, après je vois que ça reste. Ou alors je vais chez la coiffeuse. Quand on lave mes cheveux, un shampoing me dit, mais oh, il y a un trou de la taille de 50 francs dans ta tête. Et donc, tu réalises qu'il y en a un, puis un autre. Alopécie, etc. À ce moment-là, par exemple, je vais faire un défrisage après parce que j'avais de la repousse. Et on est en train d'appliquer le produit sur mes cheveux. Et là, je commence à crier que vous êtes en train de me brûler, je me brûle. Elle me dit non, mais ça n'a même pas encore cuit. Parce que c'est comme ça, façon de dire que, voilà, que le produit n'a pas encore fait effet, il faut encore attendre. Je lui dis non, je vais littéralement faire pipi sur moi si je garde ce produit sur la tête. Donc, du coup, on me rince les cheveux. Elle dit que effectivement je suis pas brûlée. Elle a l'impression que je suis pas brûlée, mais je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça chauffe, j'ai plein de salive qui vient dans ma bouche. Je comprenais pas. J'ai fait un choc de je sais pas quoi. Mais en tout cas, quelques jours après, j'ai l'opportunité de changer de salon de coiffure. Et à ce moment-là, c'était une dame espagnole qui gérait le salon et elle me dit que est-ce que par hasard vous avez une maladie type gynécologique ou hormonale ou est-ce que vous faites un traitement hormonal? Je dis oui. Elle dit, oh, dans ce cas-là, je vous conseille une chose, mettez vos cheveux au repos, faites une pause, ne mettez plus aucun produit chimique, je pense que ça pourrait vous aider. Ben, c'est comme ça que 2 ans plus tard, je n'ai plus jamais défrisé mes cheveux. J'ai coupé tous les cheveux parce que j'ai commencé à porter les perruques tout le temps, mais parce qu'en bas, c'était le fight en fait. Et donc, pour revenir maintenant à la partie, le regard des autres, pour moi, ça a été virulent. Ça a vraiment été violent parce que j'ai travaillé toute ma carrière grâce à mon image. Mon corps est la chose qui m'a permis d'établir ma petite fortune, comme j'ai tendance à le dire. Et ça a été très difficile de déjà perdre les contrats à l'international parce que ben, d'un coup, j'étais devenue, je ne sais pas quoi dire, mais je n'étais plus ce qu'ils attendaient. ouais. Et, Bah oui, parce que tu avais pris 22 kilos. exactement. Donc, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que le fait d'être très grand de taille fait qu'on ne constate pas très rapidement que vous êtes en surpoids. Moi, dans mon cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir de plus en plus de compliments de la part de frères autour de moi, camerounais, qui me disaient enfin, oh, il y a de la chair sur ses os, etc. Parce que toute ma vie, ils m'ont trouvé trop mince. Sauf que ça a commencé d'abord par elle a pris des fesses. Mais Valérie, non, mais on dirait que tu as maintenant les seins, hein, des choses comme ça. Et après, il y a eu la vague de félicitations. Alors que je n'avais dit à personne que j'ai un bébé dans mon ventre, etc. Parce que j'étais partie à un événement. C'était le lancement d'une marque au Cameroun. Et mon bas-ventre, en fait, était enflé. Donc, they just assume. Ils ont juste imaginé que j'étais enceinte. Ils ont dit, mes félicitations, c'est pour ça qu'elle a disparu des réseaux. Mais vous ne voyez pas, son nez brille plus que d'habitude. Ah, ses joues ont gonflé. Ah, il y a ci, il y a ça. Et ils ont commencé à balancer des félicitations sur félicitations. Et pour moi, c'est là que c'est devenu trop dur.
Et la chose qui... En fait, la décision que j'ai prise, c'était d'en parler de manière claire, nette, précise. Voilà. Face caméra, je me suis exprimée et j'ai eu l'opportunité de dire qu'écoutez, je souffre de l'adénomiose, etc., etc. J'ai eu des réactions doubles. J'ai eu des réactions positives de d'autres femmes qui justement disaient que oh, nous aussi on a ci, ça, tu as cité ça, tu as cité ci, etc. Donc j'ai reçu un grand soutien de la part de beaucoup de femmes. Puis j'ai reçu bon, d'hommes aussi, hein, d'ailleurs, qui disaient que ouais, mais on comprend mieux. Effectivement, on voyait toujours une sorte de tristesse à l'intérieur de tes yeux, etc. Mais il y a eu en fait ceux qui ont dit ah pourquoi tu as dit ça, maintenant les sorciers vont bloquer ton ventre, ce genre de choses, parce que ben, dans la culture en Afrique centrale on estime que il ne faut pas parler de ces sujets-là, c'est des maladies tabous, il faut gérer ça entre nous à la maison. Sauf que moi c'est ça qui m'a sauvé la vie, parce que je crois que j'aurais pu mourir si je ne parlais pas, parce que j'étais épuisée. D'autant plus que à ce moment-là, j'ai vécu avec quelqu'un qui, je pense, l'a très, très mal vécu. On n'est plus ensemble d'ailleurs. C'est quelqu'un qui était, je pense, tombé amoureux de la célébrité, de l'image de cette femme qui était toujours parfaite, qui était souriante, etc. Et qui finalement s'est retrouvée un peu comme si on l'avait scam. C'est-à-dire que, mais tu m'as escroqué, girl. Tu étais choco sur les photos, mais je me retrouve avec quoi? Donc, j'ai eu la phase où je lui en ai voulu, mais aujourd'hui, j'ai pardonné parce que, avec le recul, le partenaire, en général, vit très mal la maladie, lui aussi. Donc, tu as une chance extrême, Raïssa, vraiment, parce que c'est difficile, en fait, parfois, pour nos hommes, en plus bantous, de comprendre que, voilà, ça, c'est le parcours du combattant. Il faut que je tienne la main de ma partenaire. Et voilà, je profite de l'opportunité pour dire bravo à tous ces messieurs qui soutiennent vraiment leur partenaire, qui traversent des moments difficiles. Donc, en termes de mon rapport à l'image avec les autres, et que ça a pris un gros coup. Mais d'un autre côté, pour moi, d'avoir libéré la parole, c'est ce qui m'a sauvée. Parce que je n'avais plus besoin de faire semblant. Je ne mentais plus aux personnes avec lesquelles je travaillais. Et maintenant, tout le monde comprenait que j'avais des phases. Quand je suis off, maintenant, j'ai en fait développé avec, par exemple, mes contacts, le terme marée haute, marée basse. Donc, quand parfois on essaie de me joindre et que j'ai disparu, je disais, guys, marée basse, mon frère. Donc, et tout de suite, ils ont compris et ils m'ont laissé. Et je pense que les proches ont un rôle très important, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on interagit. Lorsqu'on a ce type de maladie, ou toutes les maladies, même, je pense, hein, les gens autour de nous, lorsqu'ils sont compréhensifs et que voilà, ils intègrent le fait que voilà, on ne le fait pas exprès, ça nous soulage énormément. Ça nous retire, ça éloigne de nous cette grosse charge mentale qui, en général, plus de 50% de cette charge, c'est parce que le regard d'autrui, en fait. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, vous avez toutes les deux libéré la parole, on va dire. Donc, Raïssa, tu sensibilises pas mal sur les réseaux sociaux. Valérie, toi également, donc tu as parlé Moi, de beaucoup ta plus pathologie. timidement quand même. C'est ça, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ça t'a permis aussi, on va dire, d'entreprendre dans le domaine de Clairement, la parce que je beauté, l'ai de la dit, santé. je le dis tous les jours maintenant, parce que je rends grâce, parce que c'est ce parcours du combattant que j'ai vécu depuis maintenant 3 ans qui m'a permis de découvrir en fait voilà, ma vocation. Je pense que j'ai toujours su que je ferais carrière dans un univers qui me mettrait en contact des gens. Donc, je pensais que moi, c'était juste d'être belle, c'était ça mon métier. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends que mon purpose in life, ma, ma, Ta ma vocation. destinée, ma Ouais. vocation, c'est vraiment d'impacter la vie d'autres personnes. Et au travers de My Dama Life, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui m'a inspirée à créer, parce que lorsque je suis tombée malade et que j'ai commencé à avoir les troubles au niveau de mon visage, l'acné, etc., je cherchais désespérément des dermatologues qui comprendraient. Sauf que je n'ai pas eu la chance de tomber sur des personnes qui avaient le recul. Ils n'ont pas pris le temps d'étudier ma psychologie.
je n'étais pas juste une femme ou une mère de famille qui venait se plaindre qu'elle avait des boutons. J'étais un mannequin. Et pour quelqu'un qui, enfin, quand on a compris la psychologie de la personne en face de soi, on va comprendre que le pain point est beaucoup plus profond ici ou un peu moins là-bas ou etc. Donc, du coup, je me suis dit, je ne trouve pas facilement des personnes qui puissent me comprendre. Et je suis certaine que d'autres femmes sont dans la même situation. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à parler un peu de la peau, des troubles, etc. Et donc, d'autres femmes ont commencé à me contacter, inbox, en direct message, sur Instagram, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer un univers, My comme la mienne, le mien, Derma comme la peau, Life, donc la vie de ma peau, un environnement où on va parler cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'alopécie, j'ai perdu les cheveux et aujourd'hui, je suis trop fière de sortir avec mon afro. Les cheveux ont repoussé, Dieu merci, mais c'est avec des efforts parce que ça fait 2 ans qu'on est dessus. Ma peau est revenue. Je suis là, bon, j'ai quand même mis un petit make-up, mais franchement, c'est une fine couche de make-up. C'est plus comme avant où je chargeais pour cacher les imperfections et même les ongles. C'est-à-dire que, donc, on traite tout ce qui est peau. euh, mais c'est vraiment, il ne s'agit pas juste en fait d'aller chez le médecin, mais c'est de trouver le médecin qui est compréhensif. C'est qui a la bienveillance, c'est là que, ouais, madame, il comprend en fait la douleur de son patient ou de sa patiente. Donc, il aura fallu que je passe par cette maladie pour comprendre en fait d'autres femmes. Parce que avant ça, j'ai toujours vendu des produits de beauté. J'ai toujours, toute ma carrière, depuis que j'ai 15 ans, je travaille dans l'univers de la cosmétique, la mode, tout ce que vous voulez. Mais je n'avais pas encore eu ce déclic qui, aujourd'hui, lorsque j'observe une femme, je sais ce qu'elle vit. Et donc, on ne peut pas la laisser sans l'aider. C'est-à-dire que Dieu sait que chez My Day My Life, on essaye toujours de trouver des solutions. Bah, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup, Et docteur bah, bravo Cécilia. pour tout le boulot qui est fait. Merci. Alors, Raïssa, qu'est-ce que tu veux dire justement à toutes ces personnes qui nous suivent? Je veux vraiment dire qu'il faut être actrice de sa santé. C'est vrai que on a aujourd'hui la chance d'avoir Internet. Et parfois, je dis, il faut l'utiliser à bon escient quand même. Et donc, moi, j'ai envie de dire à ces femmes qu'un diagnostic, c'est un diagnostic. Derrière, il y a des solutions, il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne pourrais même pas te donner un conseil aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Si on peut juste dire à une jeune femme qui vient d'avoir ses règles que c'est important d'aller une seule fois par an voir un gynécologue, pour moi, ce serait gagné. Parce que on a l'habitude, surtout comme tu disais, nous, chez nous, on va voir le gynécologue quand on est enceinte Oui. ou quand on Quand veut on a un un enfant problème. ou quand on a un problème. Alors que si on fait de la prévention et que dès que nos enfants, je parle aux mamans, dès que vous avez une fille, dès qu'elle est réglée une fois par an, emmenez-la chez le gynécologue. Parce que moi, je l'ai découvert à 12 ans. J'ai des femmes, c'est à 50 ans, qui me disent, mais Raïssa, je ne savais pas, c'est à 50 ans, je n'ai pas d'enfant, je découvre que j'ai un SOPK, j'ai une adénomyose, j'ai des fibromes. Exact. Donc pour moi, c'est vraiment, n'ayez pas peur du médecin, réconciliez-vous avec le corps médical. Et une fois que le diagnostic est posé, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, bien au contraire, on est riche de plantes, on est riche d'informations maintenant sur Internet et on peut réussir à trouver des solutions. Donc moi, mon message d'espoir, c'est vraiment consulter, consulter, consulter. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai que sur Internet, des fois, on a tellement d'informations et on a de bonnes et de mauvaises. Exactement. Donc, il faudrait faire attention. Et puis, bah, il y a beaucoup de retours également de patients, hein. Donc, comme toi qui, de base, est une patiente, donc n'hésitez pas à aller suivre Ah, c'est Raïssa gentil. Dora sur les réseaux sociaux et puis à consulter, bien sûr, un gynécologue. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est la C'est base. vraiment la base de tout. Effectivement, parce que sur Internet, tu vas trouver, oh, les dates, c'est très bon. Ah non, les dates, c'est pas bon. Le riz, c'est bon. Non, le riz, c'est pas bon. C'est ça, Et en fait, tu te dis, exactement. je prends quoi? Tout se contredit et même médecin, même naturopathe a ses propres convictions. Exact. Et donc, le truc, c'est qu'il faut vraiment, moi, je dis, la personne qui a raison, c'est même pas moi, c'est mon corps. Comment est-ce que mon Exactement. corps se sent quand je prends cette plante? Oui. Tu vois? Et donc, c'est vraiment important de s'auto-diagnostiquer. Bon, parfois, on est obligé de le faire et c'est pour ça que les initiatives comme My Day, My Life sont vraiment importantes parce que c'est difficile quand tu es une femme et que tu vas consulter un médecin et que tu ne te sens pas écoutée, quoi. Exact. Revenez me voir quand vous voudrez un enfant. Prenez la pilule. Madame, de toute façon, avec les kystes, moi, il y a un médecin, il faut que je le dise. Il y a un médecin un jour qui m'a dit, Madame, vous pensez vraiment, parce que j'étais allée consulter, parce que mes règles viennent, ça se coupe, ça vient, ça se coupe. Donc parfois, tu te dis, est-ce que je suis enceinte? Je vais consulter.
Le mec, il me dit, OK, le cholestérol. Je dis, mais monsieur, moi, c'est les grossesses, là, je suis enceinte ou pas? Il me dit, mais mademoiselle, vous pensez vraiment qu'avec tous les kystes que vous avez aux ovaires, vous pouvez tomber enceinte? Ouais. La Mais j'ai violence. j'ai eu la même, hein. Moi, justement, j'étais enceinte, j'ai fait une fausse couche à l'époque. Et je me rappelle que quand je suis allée voir le médecin, donc c'était une dame en plus, la gynéco, elle a fait l'écho, donc mon gynéco habituel n'était pas là. Et en fait, c'était une autre gynéco. Donc, elle a fait l'écho et puis elle m'a dit, ah, mais quel médecin vous a dit de ne pas enlever ce truc avec, j'avais pas encore perdu l'enfant, hein. Elle Ouais. me dit, mais avec la taille de ce fibrome-là, bah, ça sera difficile pour vous de faire un enfant. Et c'est vrai qu'en fait, là, c'est hyper violent. Et je sais Oui. que justement, la première fois où j'ai su que j'avais des fibromes, le médecin, il m'a dit, j'étais encore jeune, hein, j'étais étudiante à l'époque, et puis le médecin qui me dit, oui, madame, vous avez un fibrome. Donc moi, je lui pose des questions en lui demandant, oui, mais est-ce que justement, je vais avoir des enfants après? Comment ça va se passer et tout? Sauf qu'en fait, c'était un contrôle médical. Hum, Et du coup, c'était pas payant. Et donc là, le médecin qui me dit, oui, vous allez avoir des problèmes, c'est comme prendre l'avion, hein. C'est à la chance. Donc, soit vous Oh là montez, soit là. ça crache, soit vous arrivez à destination. Mais si vous voulez plus d'informations, venez pour la prochaine fois. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je sensibilise sur les réseaux sociaux. Heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça. Oui. Mais c'est sûr que bah, quand tu as ce type de retour, ça peut choquer et ça fait mal aussi. Parce que oui, là, tu lances la phrase, exact. mais Ça finalement, reste. ça reste. Exactement. Exact. Exact. Et toi, du coup, Valérie, quel message est-ce que tu veux faire passer aujourd'hui? Pour moi, honnêtement, ce serait d'encourager chaque personne qui nous écoute de ne jamais tenter de faire taire la petite voix qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, depuis le premier jour que j'ai eu les règles douloureuses, quelque chose me disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout le monde me disait, ah, toi, tu pleures quoi quand tu as les règles. Ah, toi. En fait, les autres vont toujours essayer de minimiser votre douleur. Mais tant qu'il y a au fond de vous la petite voix là qui vous dit, il y a un truc qui ne va pas, ne lâchez pas. En fait, c'est parce que notre corps nous parle. Notre corps nous parle. Quand, parfois, on dit que il y a les maisons où tu entres chez quelqu'un, tu as la chair de poule, moi, ça te prend tout le corps comme ça, tu dis que ton corps te dit que papa, quitte de là où tu es. Tu restes, quelque chose peut t'arriver. En tout cas, moi, j'ai appris à écouter mon corps. Il y a des produits, quand on les mange, le corps te dit, oh non, je n'aime pas. C'est comme ça, tu vas comprendre que tu es allergique à ci ou ça. Donc, si on écoute notre corps quand il faut parler allergie, etc., autant l'écouter vraiment en profondeur. Moi, aujourd'hui, j'entends tellement mon corps que, c'est-à-dire, même quand j'entre, parce que maintenant, après le traitement, j'ai retrouvé un cycle menstruel normal. Je ne touche plus jamais à la pilule, parce que c'est vrai que je suis restée sous pilule pendant très longtemps. Ça contribue à ce que j'ai une très belle peau. Mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même les changements pendant mon cycle, je sens. Donc, quand je suis dans la phase lutéale, quand je suis dans la phase avant les règles, c'est-à-dire, je sais même maintenant quel côté de l'ovaire produit, parce que il y a le côté là qui va piquer, ça va plus piquer à gauche, je vais sentir plus à droite. Donc, être franchement et sincèrement à l'écoute de son corps. Et comme Raïssa l'a dit, aucun diagnostic n'est parole d'évangile. Moi, j'ai envie de dire ça parce que on m'avait déjà dit comment on va m'opérer, etc. Et je suis entrée dans la prière, c'est-à-dire que je pleurais seulement que papa. Je sais qu'on est des milliards d'habitants sur cette terre, mais tu vas entendre mes pleurs, peu importe où tu es. Donc, et finalement, j'ai évité l'opération. Si vous me demandez comment, je dis seulement que c'est le miracle. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas montée sur la table d'opération et on m'a dit que j'ai une chance sur deux d'avoir un enfant. Je garde ça comme ça. Donc, on peut vous dire que oui, le diagnostic, c'est demain, votre vie s'arrête. Mais s'il vous plaît, ne restez pas bloqué dessus. Développez l'instinct de suivi parce qu'on a tous ça en nous. On est tous les Totalement. enfants de la lumière. On est nés pour briller. On est venus ici, chacun avec une mission. Donc, hors de question, en fait, de s'arrêter là. Et pour moi, ce serait d'encourager le côté warrior en nous.
Voilà. Totalement. Bon, en tout cas, merci. Moi, je tenais à dire que avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. Merci. Avoir des troubles de l'ovulation, c'est pas normal. Avoir une absence de règles également pendant une longue période, ce n'est pas normal. N'hésitez pas à aller consulter si vous avez ces signes. N'ayez pas honte de dire ouvertement que vous souffrez et surtout, allez voir un médecin. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on retienne. Si vous avez de l'usurtisme aussi, on l'a dit, hein, dès le départ, il y a plusieurs symptômes auxquels il faudrait faire attention. Si vous avez de l'hyperthyroïdisme, donc si vous avez une hyperandrogénie, donc l'hyperthyroïdisme, c'est le fait d'avoir une hyperpilosité, donc d'avoir de la barbe par exemple, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à aller voir un gynécologue. Documentez-vous au maximum, mais faites attention à l'information, donc comme on l'a dit. Et puis, ça a été un grand plaisir pour moi. J'espère qu'en tout cas, l'épisode aura aidé plus d'un, qu'on aurait pu se sensibiliser. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Rendez-vous de Dr Cecilia. Il y a des saisons où le poids de l'attente peut sembler pesant. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis Sonia Dassy, et ce livre est né d'un combat, d'une promesse et d'un miracle. Dieu dit que vous êtes féconde n'est pas un simple ouvrage. C'est une arme spirituelle. Un cri de foi. Un témoignage vivant que la stérilité n'est pas une fatalité. À travers ce livre, découvrez par l'écoute du Saint-Esprit pourquoi vous ne pouvez pas être stérile, la foi qui enfante le miracle, et comment Dieu peut littéralement changer vos larmes en cris de joie. Quel que soit le diagnostic des médecins, le verdict du monde des ténèbres, Dieu n'a pas changé. Il vous a appelé féconde. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon. Dieu a parlé. Il faut maintenant croire et recevoir.